Bienvenue à tous. Alors, hier, je pensais un peu à ce que j'allais vous dire en introduction et j'ai relu les recommandations de bonne pratique internationales sur le parcours de santé des patients schizophrènes, en particulier les recommandations de l'APA, donc l'American Psychiatric Association, et de NICE, qui est la grande agence anglaise de la qualité. Vous imaginez bien que je cherchais quelle était la place qu'en international, on accordait dans les bonnes pratiques à la remédiation cognitive. Donc je voudrais vous faire partager ce que j'ai lu. Pas sûr que ça fera plaisir à Nicolas, mais voyons ce que j'ai lu. Alors, selon les recommandations de l'APA, je cite, « Si un grand nombre d'études sur les techniques de remédiation ont été conduites ces 5 dernières années, cette littérature est toujours limitée par la grande variabilité des cibles cognitives, la faible taille des échantillons et une tendance des résultats à montrer une action sur des tests neuropsychologiques plutôt que sur le statut fonctionnel et même sur les symptômes. Les études utilisant la remédiation cognitive en combinaison avec la réhabilitation professionnelle pour améliorer le fonctionnement au travail ont produit des résultats positifs, mais il est nécessaire d'effectuer plus de recherches. De ce fait, l'APA ne recommande pas la remédiation cognitive comme technique de soin. Quant à NICE, dans sa recommandation qui date de février 2014, on constate que si les thérapies cognitivo-comportementales sont citées, la remédiation cognitive n'est même pas citée. Cela signifie que les auteurs de NICE considèrent que cette technique ne présente pas toutes les garanties nécessaires pour une implémentation. Alors pourquoi je vous parle des recommandations qui est quand même en France encore un mot un peu tabou? Je ne voudrais pas vous énerver de bon matin. Je vous en parle parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais vous êtes l'Association française de remédiation cognitive, un membre fondateur du Centre de preuve en psychiatrie et en santé mentale, créé en 2013, dont la mission est d'apporter toutes les données de preuve utiles pour préconiser des améliorations de l'offre de soins. Alors, juste 2 mots sur ce centre de preuve. C'est un dispositif fédératif qui est porté par 3 agents que sont les sociétés savantes thématisées, dont la vôtre, les associations d'usagers et les services universitaires. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde et que tous les gens qu'on a sollicités ont répondu présent. Donc dans le centre de preuve actuellement, il y a énormément d'acteurs de la psychiatrie. Ce dispositif est en partenariat avec la Haute Autorité de Santé et la NESM, qui est le pendant médico-social de la Haute Autorité de Santé, qui vont d'ailleurs fusionner en juillet 2015, enfin en 2015, on ne sait pas comment. Et ce dispositif est financé par les administrations centrales, que sont la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins, et la DGCS, Direction Générale de la Cohésion Sociale. Alors pourquoi je vous parle des recommandations? Parce que le premier chantier pour lequel le centre de preuve a été mandaté est consacré à comment améliorer le parcours de santé des personnes présentant un handicap psychique sous-tendu par une schizophrénie. C'est un thème, je dirais, qui vous intéresse au plus haut point. Sans surprise, les porteurs de ce groupe de travail ils sont là, donc ça tombe bien, Nicolas Franck et Christine Passerieux, c'est-à-dire les organisations de cette journée. Aux côtés d'ailleurs de Jean-Marie Dagnon et de Bernard Pachou. Il ne faut pas que je n'oublie parce qu'après c'est embêtant. La question qu'on va être amené à se poser, c'est faut-il faire apparaître la remédiation cognitive comme une technique de soins qui améliore le devenir des patients? On a suffisamment de données de preuve et que l'on peut préconiser, alors même que toutes les agences internationales soit ne le citent pas, soit pire, les citent et les réfutent. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Il y aurait 3 choses. Côté recherche, avons-nous les données de recherche
qui répondent aux exigences de l'APA, à savoir des données qui prouvent que la remédiation cognitive impacte non seulement les tests neuropsychologiques, mais le statut fonctionnel? Avons-nous des données sur quelle technique pour quelle cible cognitive? Avons-nous des données sur un échantillon très vaste? Petite parenthèse sur les échantillons très vastes. En France, il est évident que pour avoir des échantillons très vastes, il faut se fédérer. Que toutes les équipes de recherche qui travaillent sur la question se fédèrent. C'est pas si facile que ça, parce que il faut, si on se fédère, choisir la technique que l'on va évaluer, en tout cas qu'il y a un nombre limité de techniques qu'on va évaluer, et harmoniser nos outils d'évaluation. Or, on voit souvent chaque équipe choisir sa technique, chaque équipe voulant promouvoir son propre outil d'évaluation, souvent redondant par ailleurs. Donc moi je salue l'objectif de l'association française de remédiation cognitive, parce qu'il tente, je dis Nicolas, mais l'association, de réunir tous les gens qui travaillent sur cette question. Et c'est fondamental. Il faut juste passer un tout petit cran pour faire des recherches françaises et des programmes de recherche français. Mais ce n'est pas la seule exigence pour pouvoir préconiser une technique de soins. La deuxième exigence, c'est d'avoir des données de preuve sur l'utilité de cette technique dans la vraie vie. C'est-à-dire que tous les patients qui en bénéficient puissent être évalués dans des recherches de type suivi de patients, donc des suivis de cohortes, de manière à savoir dans la vraie vie, sans sélection de patients, qu'est-ce que ça donne. Dernière exigence, si on veut promouvoir une technique de soins et l'implémenter, il faut répondre aux questions que se pose le praticien lambda et les usagers. Alors, praticien lambda de secteur. Je suis praticien lambda de secteur. On va dire. Quelles sont les questions que je peux me poser par rapport à ces techniques de remédiation cognitive? Questions auxquelles vous devez répondre. Alors, j'en ai listé quelques-unes. On va me présenter cet après-midi 7 techniques de remédiation cognitive. Laquelle dois-je développer dans mon secteur, dans mon hôpital de jour? Est-ce que je peux prendre n'importe laquelle, vu qu'aucune a le niveau de preuve suffisant pour me convaincre? Même si certaines ont à leur actif un peu plus de données de preuve que d'autres. Je vais me dire, mais finalement peut-être que chacune de ces 7 techniques vise des cibles cognitives différentes. Donc la question que je vais me poser, c'est faut-il que j'implémente dans mon hôpital de jour plusieurs techniques, par exemple une qui vise la cognition froide, l'autre qui vise la cognition sociale? Est-ce que je peux le faire? Et est-ce que ça a un intérêt de le faire? Si je développe ces techniques, troisième question, ai-je la possibilité d'assurer l'évaluation préalable nécessaire pour déterminer les cibles cognitives pour ce patient-là, ou dois-je obligatoirement passer par un centre spécialisé dans l'évaluation des cibles cognitives, ce qui ne m'arrange pas? Est-ce qu'il y a des outils cliniques d'évaluation suffisants pour que je puisse décider? Et au moins, est-ce qu'il y a des contre-indications à cette technique que je pourrais, moi, repérer cliniquement? Dernière question que j'ai listée, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Y a-t-il des études utilisant la remédiation cognitive en combinaison, non pas avec la réhabilitation professionnelle dont parle l'APA, mais avec les ateliers que j'ai déjà dans mon hôpital de jour, qui, même s'ils ne sont pas hyper structurés comme un entraînement à des habiletés sociales, je peux quand même dire que je développe des habiletés sociales comme faire la cuisine, s'habiller de manière adaptée, faire les courses, etc.
Y a-t-il des études montrant que cette combinaison entre mes ateliers, je dirais semi-naturels, en milieu semi-naturel et la remédiation cognitive, renforce l'efficacité de l'un et de l'autre? Quand j'ai lu le programme, je me suis dit, je ne doute pas que vous avez des réponses à toutes ces questions. Et donc, je remercie les intervenants de pouvoir diffuser les savoirs majeurs qu'ils ont, et je vais écouter avec beaucoup d'attention, muni de ces questions, les réponses que vous allez apporter. Alors, je ne peux pas terminer cette introduction, bien sûr, sans adresser des remerciements. Important. Je remercie Nicolas, en premier lieu, outre pour tout ce qu'il fait, d'avoir proposé que les journées de l'AFRC, j'ai toujours du mal avec ces sigles, moi, se tiennent ici. Je remercie mon université d'avoir apporté toutes les conditions favorables pour la tenue de ces journées. Et je remercie mon équipe, particulièrement Christine Passerieux, d'y avoir largement contribué. Et enfin, je remercie très fortement deux personnes qui ne sont pas là, mais j'irai leur dire que je les ai remerciées publiquement, que sont Éric Ducos et Christine Paulet, qui ont tout fait pour que cette organisation se passe bien, sous la houlette ferme de Nicolas Franck, que nous avons eu au bout du fil, 2-3 fois par jour, ces 15 derniers jours, pour qu'il puisse s'assurer, avec la gentillesse dont il peut faire preuve, donc bien sûr, on lui dit oui toujours. Et puis je vous remercie, vous, d'être venu ici, dans ce lieu, que quand même je considère comme, comment on dit, ravitaillé par les corbeaux. Il fallait quand même que vous arriviez à venir, et je vous remercie d'être aussi nombreux, d'être venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Christine, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction sympathique, imagée, scientifique. Alors je ne peux pas manquer de réagir sur l'aspect recherche, hein. Évidemment c'est extrêmement important. Les recommandations que tu citais datent de 2009 pour l'EPA, plus récentes pour NICE, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous renvoie vers la nécessité de trouver des données de preuve. Il y a deux manières de faire, il y a la manière essais cliniques. Un certain nombre d'essais cliniques sont conduits dans le réseau. Je remercie tous ceux qui participent. Et c'est important d'avoir un réseau pour arriver à les monter. Ça peut être porté par le PHRC, ça peut être porté par d'autres sources de financement. Et c'est toujours très compliqué parce que ça demande effectivement une certaine méthodologie, une certaine rigueur, etc., etc. Et tous les hôpitaux ne se sentent pas forcément prêts. Hier, j'ai eu un collègue qui m'a écrit pour me dire « Nous ne sommes pas en mesure de participer comme nouveau centre au PHRC sur l'insertion professionnelle ». C'est vrai que j'étais un petit peu déçu, mais néanmoins, je peux le comprendre. Donc il y a un travail à faire pour que cette rigueur méthodologique arrive partout et pour que tout le monde puisse contribuer à la recherche, parce que la recherche n'est pas réservée à l'université, la recherche n'est pas réservée à la médecine. J'en parlais au secteur médico-social avant-hier, il y avait les journées Croix-Marine, Agapsy, Galaxy, en disant voilà, on doit tous s'évaluer. Parce que si on ne s'évalue pas, effectivement, on aura des pratiques qui resteront de l'ordre de la croyance ancestrale ou plus récente. Donc deux manières de faire, des essais cliniques. Certains sont conduits en ce moment, je les recite puisque je fais un petit peu le bilan moral de l'association l'année précédente puisqu'il va venir l'année prochaine, donc je vais les mettre sur la diapo suivante. J'ai oublié quelque chose, ça je n'en doute pas, mais il y a un petit peu quand même le point sur ce qui est fait. Et puis les recherches de santé publique, avec en particulier la collection de données un petit peu plus objectives, plus indirectes sur les parcours des patients. Ça je trouve que c'est très intéressant aussi. Et juste pour dire comment on fait, en partant de ce que tu disais tout à l'heure, le praticien de terrain en Rhône-Alpes, comment fait-on pour la remédiation cognitive ? Donc on a créé, avec le soutien de l'ARS Rhône-Alpes qui s'implique fortement, 3 centres référents et on va créer des structures relais sur chacun des hôpitaux psychiatriques, avec un appel d'offres qui va passer bientôt en 2015 pour financer des neuropsychologues, des médecins, etc., pour que tous les patients puissent y accéder. Et on a défini le bilan, enfin le socle minimal du bilan sur les centres référents, le socle minimal du bilan qui est le même sur les structures de réhabilitation dans chaque hôpital. Avant, après, tous les 6 mois, une fois par an. Ce qui permettra d'extraire tout ça, et puis de le confronter aux données hospitalisation, rechute, etc., etc. Donc ça se fera en plus de ce qui peut se faire sur le terrain ou dans le cadre d'essais cliniques contrôlés. Donc ça, c'est des choses importantes, et ce genre d'expérimentation, je pense que ce serait intéressant de le reproduire un petit peu partout dans d'autres régions françaises. En sachant qu'il y a eu donc un cahier des charges qui a été fait pour les centres référents, qui est disponible en ligne sur le site de l'ARS Rhône-Alpes, et certaines régions, certaines ARS s'en sont déjà emparées pour reprendre ce modèle, qui n'est pas forcément à calquer,
mais qui a au moins le mérite d'exister et qui fournit un exemple. Donc voilà un petit peu le point en ce qui concerne les recherches. Donc moi je suis très content que la journée s'intitule Pronostic fonctionnel. Effectivement, l'objectif c'est d'aider les patients concrètement, c'est qu'on puisse vraiment modifier leur trajectoire de vie. Je pense qu'on le fait, je pense qu'il y a quelques données de preuve qui montrent qu'on le fait. Mais c'est pas suffisant, ou en tout cas c'est pas suffisamment visible, donc il faut continuer à creuser la question, à conduire des études, et puis la revue de littérature qu'on conduit avec Christine Passerieux et Marie-Christine Ardébellé et nos collaborateurs est extrêmement importante pour mettre ça en évidence. Alors, un petit bilan moral, en 2013-2014, il y a eu une première réunion du réseau de remédiation cognitive, ça je pense que c'est important, c'est aussi l'occasion de se rencontrer entre équipes, non pas seulement pour l'aspect scientifique comme on le fait aujourd'hui, mais pour l'aspect organisation. Et je trouve qu'elle a été extrêmement riche, puis elle a permis de préparer la deuxième dont je vais parler sur la diapo suivante. Il y a eu 2 réunions de centres référents, une à Paris, une à Lyon, avec des modalités un petit peu différentes. À Paris, c'était à Sainte-Anne, c'était plutôt journée scientifique. À Lyon, c'est plutôt sur l'offre de soins, avec les partenaires sur le territoire de santé. Il y a eu le développement de nouvelles structures de réhabilitation. Je vous renvoie sur le site wikiafrc.org, qui est bien documenté, et j'encourage les équipes qui ne se sont pas fait recenser, on en parlait la semaine dernière à Orléans, à le faire assez rapidement. Il y a eu un ouvrage collectif sur la cognition sociale, dont tout le monde reconnaît qu'il est assez plaisant. Et puis il y a eu de nouveaux programmes de remédiation qui se sont développés, dont RC2S, je cite celui-là parce que c'est le plus récent et ça vient d'être publié, qui sera présenté lors de l'atelier 7 cet après-midi. Alors en 2014-2015, que va-t-il se passer? Je passe rapidement parce que je ne voudrais pas qu'on prenne trop de retard, on a un timing qui est assez serré, mais néanmoins je vais vous citer deux, trois choses. Il y a un partenariat entre l'EMC Psychiatrie et la FRC, avec des colloques, dont le premier aura lieu en décembre, je vais vous montrer le programme juste après. Il y aura une deuxième réunion du réseau de remédiation cognitive, qui aura lieu le 18 mai 2015, donc ça vous pouvez noter la date, j'espère que ça vous convient. Et donc nous allons nous consacrer principalement à l'évaluation de la cognition sociale, parce que nous avons constaté lors de la première réunion du réseau qu'il y avait un problème. Il y a 3 batteries d'évaluation en France, et on va essayer de voir comment ça peut se croiser un petit peu. Et Antoinette Proto m'a d'ailleurs envoyé son article, que je vous diffuserai bientôt, de validation de son échelle. Donc je crois que c'est un point extrêmement important d'avoir des points de croisement entre les différentes manières d'évaluer la cognition sociale et la cognition en général. Et puis le 7e colloque de la FRC se tiendra dans pile un an à Amiens le 25 septembre 2015. Je vais vous montrer le programme qui est sur le site de la FRC depuis hier soir. De nouveaux programmes sont en cours de développement et seront probablement disponibles d'ici un an, en particulier Cognitus et moi, qui vise des patients éventuellement enfants, souffrant de troubles envahissants du développement ou de pathologies génétiques, et qui est surtout centré sur les processus visio-spatiaux et attentionnels, et il y aura une présentation l'année prochaine à Amiens. Et puis des essais cliniques sont en cours, on en parlait, avec des difficultés quand même de recrutement, donc j'encourage tous les centres qui participent à ces essais à fournir un effort majeur pour les derniers mois qui restent, en particulier pour bien montrer que Gaïa est efficace. On a des résultats intéressants, mais sur moins de 40 patients, je trouve que c'est un petit peu dommage pour un outil comme ça. Et puis un début de l'essai clinique pour le programme SKIT, là j'encourage les centres qui participent à inclure dans cet essai concernant SKIT, qui est un programme extrêmement intéressant. Donc voilà le programme de la journée EMC AFRC qui aura lieu à Lyon, à l'hôpital du Vinatier, dans un nouvel amphithéâtre qui peut ressembler un petit peu à celui-ci, qui a été inauguré il y a quelques mois, donc le 10 décembre. Et l'objectif, c'est de valoriser les auteurs des articles de l'EMC. Donc nous avons invité les auteurs des articles, enfin parmi les auteurs des articles les plus cités. Donc vous avez quelqu'un de Versailles, vous avez quelqu'un de Lyon, puis d'autres personnes de France qui participent. Ce programme est disponible sur le site, je vous laisse le consulter et vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. Et puis voici le programme d'Amiens l'année prochaine. Nous aurons 2 invités étrangers. Jean-Pierre Lindenmeyer qui viendra de New York, Natalia Oreda qui viendra de Bilbao. Nous aurons des communications plus brèves en fin de matinée et des ateliers comme cette année que nous allons faire un petit peu évoluer parce qu'il faut suivre évidemment la connaissance et l'implantation des programmes. Donc ce ne sera pas un copier-coller de ce que nous faisons cette année. Nous serons à la faculté de droit en plein centre d'Amiens. Alors aujourd'hui, nous allons commencer dans quelques instants. Je vais appeler donc Christine Passerieux, qui est la modératrice du premier atelier. Nous allons donc tenir très strictement les horaires parce que nous n'avons qu'1 heure de pause pour manger. Vous verrez qu'un panier repas va vous être donné et que vous pourrez manger à proximité. Il n'y avait pas de place pour installer un buffet et nous souhaitons que les ateliers commencent vraiment à 14 heures. Et c'est Christine ou Nadine Bazin qui va dire un mot des ateliers à la fin de la première session. Donc l'organisation est bien tout à fait rodée. Et je remercie à cette occasion donc Christine Passerieux, avec qui nous avons monté le programme scientifique depuis 1 an, qui s'est investi énormément, qui permet
que ce colloque se tienne dans la faculté de Versailles. Je remercie Marie-Christine Ardibellé. Ça me fait extrêmement plaisir que ce colloque ait lieu ici. J'apprécie les travaux de votre équipe. Et l'une de mes premières communications au Congrès était à Versailles, dans les années 1990, dans un colloque qui s'appelait « La psychopathologie peut-elle être cognitive ?» J'en ai un très bon souvenir, ça m'a marqué. C'est le numéro de l'encéphale spécial qui est dans mon bureau. Et donc c'est quelque chose qui était pour moi une pierre sur un édifice qui s'est construit après. Je remercie Isabelle Winkler qui n'est pas là, mais qui a joué un rôle énorme pour toutes les inscriptions, les conventions que vous avez eues au téléphone tous les jours jusqu'à hier, parce que des gens se sont inscrits, encore 15 personnes hier dans la journée jusqu'à 16 heures. Je remercie Christine Paulet qui a fait toute la logistique, tout l'accueil, qui s'est énormément investi. Vous avez de beaux badges grâce à elle. Elle y a passé un temps tout à fait conséquent. Et c'est vraiment des remerciements extrêmement chaleureux que je lui adresse, ainsi qu'Éric Ducos du CNQSP, qui s'est aussi beaucoup investi. Je remercie l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui nous accueille dans de beaux locaux tout neufs, dans de très bonnes conditions, avec la gentillesse, le sourire, le hall d'accueil et toutes les petites salles. Donc c'est extrêmement précieux. Je remercie tous les orateurs, les animateurs des ateliers. Et je remercie enfin l'assistance, tous les professionnels des structures du réseau de remédiation cognitive et tous les autres. Merci et extrêmement bonne journée pour le 6e colloque de remédiation cognitive. Christine. Bien, bonjour à tous. Je m'associe aux remerciements qui viennent d'être prononcés, que je ne vais pas réexprimer, si ce n'est de remercier Nicolas de la confiance qu'il nous a fait et de l'amitié qu'il nous a fait pour organiser ce colloque, le travail ayant été bien entendu un travail d'équipe. Alors je vais tout de suite appeler les orateurs, puisque Nicolas m'a chargé de la mission redoutable de respecter un horaire, ce qui est à peu près improbable compte tenu de la qualité et du nombre des interventions que nous avons ce matin. Donc on va tout de suite ouvrir cette première session. Vous avez pu constater qu'il y avait eu un changement d'organisation de 2 dernières minutes, ce qui conduit à ce que ce soit finalement les équipes versaillaises ou des membres de l'équipe versaillaise qui débutent la matinée, donc on en est très honorés. Et je vais tout de suite donner la parole à Paul Roux. Alors la commande qui avait été donnée à Paul, qui est postdoctorant dans le service et qui a fait un travail de doctorat sur les fondamentaux de la cognition sociale et ses altérations dans les troubles schizophréniques. Donc la commande donnée à Paul, c'était en quoi les neurosciences cognitives peuvent-elles nourrir les pratiques de soins en remédiation cognitive. Vous voyez que le sujet était ambitieux. Paul a relevé le défi, donc on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. À toi, Paul.